France Maghreb 2. Au sommaire de cette émission spéciale jusqu'à 18h, Algérie, le jour d'après, avec cette question du jour que l'on vous pose en l'absence de propositions concrètes voyant la gravité de la situation. Pensez-vous que l'armée algérienne est dans son rôle d'assurer la transition démocratique? On en parle avec vous pour cette question à la une dans un instant avec Sofiane Nakdari, avec Mehdi Chebaiki, Nassim Lachlache et Nargis. Et vous, bien entendu, au 01 40 33 9000, vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2. Autre sujet et autre thème, tout à l'heure, cette révolution algérienne aura-t-elle des répercussions sur les pays du Maghreb et sur les pays arabes en général? C'est la question qu'on se posera et à laquelle nous tenterons de répondre tout à l'heure, à 17h. Et quel type de régime pour une éventuelle deuxième république algérienne? C'est la question également que nous poserons. Bref, vous l'avez compris, c'est un spécial Algérie le jour d'après, jusqu'à 18h sur France Maghreb 2, le grand forum spécial sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, Algérie le jour d'après, édition spéciale jusqu'à 18h sur votre radio avec aujourd'hui pour nous accompagner. Et on pouvait pas ne pas l'avoir aujourd'hui puisqu'on parle d'Algérie. Sofiane Nakdari, comment ça va mon Sofiane? Bonsoir Christophe, bonsoir Nassim, bonsoir à tout le monde. Nassim Lachlache aussi est là, salut mon Nassim. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. On sera rejoint par notre Lyonnais dans un instant, Mehdi Chebaiki sur France Maghreb 2. Vous, amis auditeurs, auditrices, on a besoin de vous entendre. On a besoin que vous vous exprimiez sur le sujet parce que c'est un sujet préoccupant quelque part quand même quand on parle d'Algérie aujourd'hui parce que on a des raisons d'être inquiets pour le demain. L'avenir de l'Algérie, même si nous nous satisfaisons de ce qui se passe en ce moment. Avec une actualité qui bouge au quotidien, messieurs, c'est peu de le dire, avec un Abdelaziz Bouteflika qui est de plus en plus isolé, au lendemain de la déclaration fracassante du chef de l'état-major sur l'inaptitude du président algérien. D'autres classiques du régime ont fait défection. Ahmed Ouyahia, 4 fois Premier ministre d'Algérie, contraint à la démission, le 12 mars dernier, a demandé son départ. Tout comme son parti, le RND, principal allié du FLN, suivi dans la journée par le patron de la centrale syndicale UGTA, un autre pilier du régime. Les manifestations continuent comme les chercheurs hier à Alger. Vendredi, ce sera la 5e grande journée de mobilisation et les rues devraient être à nouveau envahis par la population. Les Algériens se demandent que faire. Ils essaient de comprendre les rouages d'un État qui leur semble si souvent très opaque. Alors parmi les initiatives, sachez messieurs, lancées dans la capitale, celle d'un cours de droit constitutionnel pour débutants. Il est donné par un enseignant bénévole, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Et ça peut éventuellement aider afin de comprendre ce qui se passe dans les rouages de cette Algérie du moment, Sofiane. Ah oui, Christophe. Alors, un peu ton ressenti au travers de tout ce qui se passe et de toute cette actualité quotidienne de ce feuilleton algérien. Moi, autant j'étais serein et très confiant de l'évolution des événements, autant que je suis un petit peu inquiet aujourd'hui, après les attaques envers le général Gaïd Salah, après avoir demandé l'application, il n'a pas ordonné, il a demandé l'application de l'article 102. On peut le critiquer, on peut dire que ça doit être complété, mais en attaquant l'armée, aujourd'hui avec certains slogans qui ont commencé à être véhiculés sur les réseaux sociaux, certaines déclarations, certaines chaînes de télévision venant de pays non démocratiques mais très hostiles à l'Algérie, à la stabilité, très hostiles à l'armée algérienne, comme Al Jazeera pour ne pas citer. Certains journalistes d'Al Jazeera qui presque appellent aujourd'hui à s'attaquer à l'armée, à déstabiliser l'armée par des slogans très hostiles envers le général, mais en vérité c'est envers l'institution militaire. Je commence un petit peu à m'inquiéter. Nassim, est-ce que l'inquiétude aussi est de rigueur chez toi? Moi, ce qui m'inquiète, c'est un petit peu, c'est drôle parce qu'on a un parallèle à faire qui n'est pas du tout le même, mais entre les gilets jaunes un petit peu et les Algériens qui sont dans la rue, pas en même nombre, pas dans les mêmes proportions, pas pour les mêmes revendications. Mais ce que je veux dire, c'est comment on fait en sorte, à un moment donné, parce qu'il faut rentrer il faut mettre de l'ordre dans tout ça, à un moment donné. Je veux dire, moi je suis éminemment partisan de tout ce qui est en train de se dérouler là-bas, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut que chacun puisse rentrer chez soi et continuer sa vie, avoir une stabilité, etc., etc. Ça, je pense que c'est ce que beaucoup réclament. Et c'est ce pourquoi je pense d'ailleurs, au passage, que ça se passe de manière si pacifique, parce qu'il y a la conscience que ça pourrait, à un moment donné, imploser. Pas exploser mais imploser, et qui pourrait avoir des conséquences qui pourraient être dramatiques. Donc je rejoins quand même Sofiane sur cette question-là, au-delà des attaques sur l'armée en elle-même, mais on sait que l'armée est une institution en Algérie et est un parti
pris. Cet appel justement à déclarer inapte Bouteflika, pour moi c'était une bonne sortie de crise. C'était le début d'une solution en tout cas, et ça permettait au moins d'avoir une demi-révolution, parce qu'évidemment la révolution, alors peut-être que le terme choque beaucoup de gens, je le sais, on a déjà débattu, mais voilà, c'est celui que j'utilise. Ce serait une demi-révolution, peut-être que ce serait pas complète tant qu'on n'aura pas complètement changé le système, mais ça permettrait en tout cas une transition plus en douceur, à condition que nous n'ayons pas l'arrière-garde de Bouteflika ou les autres. Voilà, c'est la logique. Ouais. C'est si on a quelque chose d'autre. On a l'armée qui garde la stabilité, qu'aujourd'hui, la stabilité du pays de l'Algérie, c'est une armée puissante en Afrique et même dans le monde. Ça va en faire rire peut-être certains, mais l'armée algérienne est une armée qui compte dans le monde. Il faut voir le rapport de dernièrement de l'armée espagnole, sur l'armée algérienne. Comme l'armée égyptienne et je crois que l'armée la plus puissante d'Afrique d'ailleurs, qui est financée par les Américains, ça c'est une autre question, mais l'indépendance c'est pas la même. Voilà, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, voilà. Donc ça veut dire que je rejoins quand même ce qu'a dit Sofiane, c'est qu'il faut à un moment donné aussi essayer de trouver une solution à tout cela. Et ça peut être une solution. Donc ça peut faire craindre le pire, parce que si on veut faire tout sauter, moi je veux bien, mais qu'est-ce qui nous restera après ? C'est le vide, et le vide, on sait que la nature a et l'anarchie, on voit la Tunisie. Tout à fait. Alors on va en parler de tout ça, vous inquiétez pas, au cours de cette émission, avec vos appels, messieurs dames, au 01 40 33 9000. La question du jour aujourd'hui, en l'absence de propositions concrètes devant la gravité de la situation, pensez-vous que l'armée algérienne est dans son rôle d'assurer la transition démocratique ? C'est la question que je pose en accueillant Mehdi Chebaiki qui est avec nous. Salut Mehdi. Salut Christophe. Salut Mehdi Chebaiki, Sofiane Nagdari ici présent, ainsi que Nassim Lachlache, Mehdi, pour parler évidemment d'Algérie jusqu'au moins 18h avec les auditeurs au 01 40 33 9000. La question que je posais à Nassim et à Sofiane, quel est un petit peu ton regard au vu de cette actualité qui bouge au quotidien en Algérie aujourd'hui ? Quel est ton sentiment ? Le sentiment, il est quand même plutôt positif, parce que il faut se rappeler quel était l'état politique de l'Algérie il y a encore 2 ou 3 mois. On était sur une probable candidature de Bouteflika, une probable candidature au nom de l'Aziz Bouteflika pour diriger un pays avec des personnes qui étaient derrière lui, avec des hommes de l'ombre qui tiraient des ficelles, dont on ne connaissait pas réellement les noms, parce qu'on ne sait pas exactement qui était derrière la candidature de Bouteflika, même si on sait qu'il y avait son frère, mais il y avait quand même beaucoup de relais, que ce soit au niveau économique, au niveau militaire ou au niveau médiatique. Aujourd'hui, on est quand même dans un bouleversement complet de la table, un renversement de la table, et c'est déjà positif. Concernant l'avenir, il faudra voir tout ce qui va arriver, tout ce qui va sortir de cela, parce que aujourd'hui on est dans la situation, on est dans une position d'espoir. On est dans une position d'opposition vis-à-vis d'un clan au pouvoir, et ça soude les gens. Les Algériens sont tous unis, en tout cas la très grande majorité d'entre eux est unie derrière le rejet d'un système en place. Ce qui est le plus inquiétant, c'est la construction. Parce que qui dit construction dit division, dit avis différents, et c'est là qu'on verra les premières failles apparaître, qui je l'espère seront surmontées. Mais pour le moment, je reste quand même relativement optimiste sur une période assez longue. Donc si j'ai bien compris, pour le moment c'est l'optimisme, mais une certaine inquiétude quant à la construction de l'avenir. Une inquiétude à court terme, un optimisme sur le long terme, parce que de ce qui est né aujourd'hui, forcément donnera des fruits plus tard. Les graines qui ont été plantées aujourd'hui dans le cœur des Algériens et dans leur tête, la reconscientisation des esprits, la repolitisation, le fait que le peuple reprenne à lui la chose publique, c'est positif. Alors ça donnera peut-être pas ses fruits tout de suite, mais sur le long terme, c'est sûr et certain, ce sera du positif. 01 40 33 9000, faites-vous confiance à l'armée pour assurer la transition démocratique, Sofiane Nagdari? Est-ce qu'elle est bien placée, cette armée? Est-ce que c'est son rôle? C'est la seule institution qui fait un consensus national, et c'est la seule institution qui est restée en dehors après les 20 ans de bouteflikisme, qui s'est réformée, qui s'est même équipée, qui a évolué vraiment au niveau militaire, au niveau stratégique. Après, maintenant, ce qu'a proposé le général Gaïd Salah, l'application de l'article 102, en vérité, il est critiqué sur 2 points. C'est que celui qui va occuper après le poste par intérim, c'est Abdelkader Ben Salah, c'est le président du Sénat. Et ceux qui vont s'occuper des élections, c'est le gouvernement actuel. C'est les 2 critiques qui peuvent être apportées à cet article, d'où
la nécessité de rajouter à l'article 102 d'autres articles, parmi eux l'article 7, comme quoi que c'est le peuple qui est souverain. Il est important celui-là. Et l'article 7, voilà. Après maintenant, il a proposé, vu l'absence de proposition politique, parce que l'homme politique en vérité il est là pour proposer, d'accord, le peuple il peut dire dégagez tous, si vous voulez, mais l'homme politique il est là pour proposer, et rien n'a été proposé pour le moment. Et le général a pris ses responsabilités, et il a, au lieu rester dans une solution constitutionnelle en même temps, c'est-à-dire pas au-delà de la Constitution, rester avec des articles de la Constitution, l'article 102, comme quoi que le président est inapte, et à partir de cela, on commence à travailler pour une transition paisible, avec non pas avec un vide au niveau de l'État, et non pas, et c'est ce que proposent certains maintenant aujourd'hui, c'est en vérité, ils veulent dégager ceux qui sont au pouvoir, et pour eux qu'ils les remplacent. Et c'est des gens qui n'ont même pas été élus, et qui veulent vraiment surfer un peu sur la vague de la contestation sociale. Ils se sont devenus autoproclamés comme étant porte-parole du pouvoir, du peuple. Seuls 29% sur Facebook font confiance à l'armée. Est-ce que c'est inquiétant ça, Nassim? Que 29% fassent confiance ou que... Oui, que 29% seulement fassent confiance à l'armée pour assurer la transition démocratique. Après, il faudrait voir sur combien de personnes, qui sont ces gens. Est-ce que ce sont exclusivement des Algériens ou est-ce qu'on a d'autres populations? Enfin, puisque faut regarder un peu plus près. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu serais dans l'optique de faire confiance à cette armée pour assurer la transition démocratique? Alors le général il sort de son cadre, bien évidemment, puisque c'est pas son travail, là il est en train de faire de la politique, là où en théorie il devrait répondre à des orientations politiques. Maintenant là, est-ce que c'est son rôle? Mais il l'a justifié son rôle. Non, moi je considère que ce n'est pas son rôle initialement. En revanche, comme le disait Sofiane, on est dans une impasse et on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le clan Boutef qui répond, c'est-à-dire on n'a rien en fait, c'est vide. C'est-à-dire là on va manifester. Je reste et c'est bon. On va manifester jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que quelqu'un se dise moi je vais passer à une autre forme de revendication. C'est ça qui peut nous pendre au nez, sachant qu'on a une partie aussi de la population, tout ce qui est la question religieuse. On en avait parlé une fois en off, Christophe. La question religieuse, elle est absolument pas abordée dans tout cela. Mais est-ce qu'elle a sa place aujourd'hui? Alors, en fait, elle fait partie de la société déjà. Intrinsèquement, elle fait partie. Quand je dis, on parle pas de la partie religieuse. Je parle pas pour organiser la société demain, etc., etc. C'est pas dans ce sens-là. Ouais. C'est que les partis religieux ou en tout cas les mouvements religieux aujourd'hui n'ont pas clairement pris position. Pas officiellement en tout cas. Ils avaient pris position pour un prolongement du 4e mandat, le MSP. Et maintenant, il y a, pardon de te couper la parole, Nassim, juste pour compléter, l'argument de Gaïd Salah qui l'a poussé à intervenir, après avoir fait plusieurs déclarations comme quoi que le peuple et l'armée sont dans la même ligne, c'est-à-dire ils sont unis pour un seul but final, pour le bien du peuple. Il l'a déclaré plusieurs fois, mais là il dit que le temps ne va pas dans le sens, dans l'intérêt en vérité de l'Algérie. Il y a des enjeux géostratégiques, il y a des enjeux, il y a des informations dont on n'a pas la disposition, elles sont pas à notre disposition de déstabilisation de l'Algérie. Et c'est pour cette raison qu'il s'est prononcé. Donc je disais, il sort de son cadre, mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un, c'est la seule personne qui pouvait légitimement, en tout cas. Le mot est bien choisi quand tu dis cadre. Il sort de son cadre et je pense, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, que c'était quelque chose qui est nécessaire. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'il allait faire ça, la vérité. J'aurais jamais imaginé que ce général... Pas avant le 28, quoi. Non, pour moi, il serait resté, surtout que c'est quelqu'un qui a été nommé par Bouteflika, comme la Cour constitutionnelle, comme d'ailleurs la plupart des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est les gens qui sont nommés. Donc tu te dis qu'ils vont rester fidèles jusqu'au bout des ongles, parce que jusque-là, ils faisaient bloc autour de Bouteflika. Ils voient que le peuple ne veut vraiment pas et ne lâche pas. Voilà. Pourquoi je parlais de la religion et je parlais des mouvements religieux, ça me semble important parce que par le passé, quand ils ont remporté des élections, on sait comment ça a terminé. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que leur avis va éminemment compter, leur avis va éminemment orienter les choses d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'ils n'ont pas été marginalisés finalement au vu de ce qu'on a pu voir au travers des manifestations? Quand j'ai été à République, moi j'ai vu non militaires, non salafistes. Après, ça reste des mouvements alors salafistes, déjà c'est un grand mot, il faut le définir. Oui, mais c'était écrit.
Oui, j'entends bien, mais et ça reste des positions franco-algériennes. Ouais. Et donc je dissocie, même si je me sens pleinement algérien, je dissocie quelqu'un comme moi qui est né en France, qui a grandi en France et qui voit l'Algérie comme sa première ou sa seconde patrie selon les uns et les autres, mais en tout cas qui reste un lieu de vacances, un lieu familial, etc. Et des Algériens qui vivent au quotidien, qui ont vécu les années noires, qui savent comment ça s'est passé. Eh oui. Parce que cette même armée, c'est là où je voulais en venir aussi, cette même armée est responsable d'une partie de la souffrance quand même des Algériens. C'est-à-dire qu'on va pas refaire toute l'histoire, mais il y a certains massacres qui ont été commandités par l'Algérie, qui ont été mis en place par l'Algérie. Tout n'était pas le fait du GIA. Et donc, c'est ce que je veux dire, c'est que en termes de confiance, à partir du moment où tu tues des gens, moi ça me Oui. ça me pose problème. On va accueillir Mais il faut Mohamed. bien trouver une solution. Mohamed qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Mohamed. Allô, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bienvenue à vous. Il y a quelques jours, j'entends parler du sujet de l'Algérie, là. Ouais. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai ni confiance à l'armée, ni confiance aux politiciens. Je vis en France depuis 52 ans. C'est regrettable et j'associe l'armée, c'est Bouteflika et c'est tous les présidents qui sont des Bouteflika depuis presque 60 ans. On nous le prend pour des cons. Voilà, moi je veux dire qu'il faudrait que le peuple algérien se manifeste différemment s'il faut le faire. Comment Mohamed? Comment? Écoutez, à un moment donné, il y a eu des révolutions. Écoutez, il y a une révolution. Il y a eu déjà une révolution en 62. On s'est battu pour notre pays. Aujourd'hui, il faut se battre pour ce système, contre ce système. Oui, Mohamed. Oui, vas-y. Non, juste réagir. Je suis quelqu'un de non violent. Hein. Bien sûr. Moi, Nassim Lachlache. Juste Mais pour... aujourd'hui, je dis, on ne peut pas les laisser faire encore 60 ans parce que ça suffit maintenant. Oui. Alors, on a donné un très bel exemple à la France, comme quoi on était très responsables, les Algériens. On a prouvé au monde entier qu'on était très responsables. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, s'il n'y a pas d'issue, c'est aller descendre la rue et s'il faut aller en cas extrême, écoutez, moi, si on me met Le Pen, alors que j'ai voté Front National, si on me met à la gauche, on a voté tous à gauche, et Front National, il dit, j'emmerde, je reste en place comme pendant encore 20 ans. Je crois qu'il va y avoir une révolution en France, ce sera pareil un peu partout. Ouais. Bon, merci Mohamed pour votre avis. En tout cas, Mohamed ne fait ni confiance à l'armée ni aux politiques. Sauf que ce discours ne fait pas avancer les choses en vérité. C'est un peu ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, je le comprends et je l'entends et limite je le partage. Sauf que il faut qu'on trouve une solution. Je pense qu'on est les uns et les autres, qu'importe nos idées, etc. Mais on est quand même attaché à la stabilité de l'Algérie, à ce que l'Algérie continue de prospérer. On est conscient qu'il va y avoir aussi la fin du pétrole et qu'il va falloir trouver des solutions alternatives, etc., etc. Et en ce sens, c'est en ce sens-là que je dis que c'est un début de sortie de crise, en tout cas cette prise de position, non, cet appel à démission. Enfin, d'ailleurs, il y a un appel, à déclarer inapte et un appel à démission qui a les mêmes conséquences in fine, mais qui passe par deux. Celui qui a appelé à la démission, c'est le RND, c'est ceux qui ont proposé la cinquième. On va peut-être écouter Mehdi, qui a écouté un petit peu tous ces échanges depuis tout à l'heure, et cet auditeur donc qui ne fait ni confiance à l'armée ni aux politiques, Mehdi. Alors il y a eu des petits soucis techniques, donc j'ai pas tout entendu. En fait. Tu me disais l'auditeur en fait nous disait qu'il faisait ni confiance à l'armée ni à la politique. C'est vrai que ce genre de discours ne fait pas avancer grand chose, quoi. On a du mal à trouver un début de solution quant à la construction de l'Algérie de demain, mais on voit quand même que il y a ces gens qui sont sortis par millions. N'ayons pas peur de le dire en Algérie. Et comme tu le disais, je crois justement, Mehdi, tout à l'heure, lorsqu'on en discutait en off, il y a une certaine inquiétude quant à la construction et à l'avenir, quoi, pour essayer de construire une Algérie démocratique pour demain. À titre personnel, je serais d'avis de ne pas essayer de courir deux lièvres à la fois. Le dégagisme général, comme ils disent en ce moment, enfin comme certains disent en Algérie, c'est pas une solution en soi. C'est pas une solution parce que il faut des cadres, il faut des leaders, il faut des dirigeants pour construire. On ne construira rien sur la rue Didouche Morad à Alger. On ne construira rien sur le front de mer à Oran. On va construire, c'est dans des conclaves, j'ai envie de dire, dans des réunions avec des personnes compétentes, avec des juristes, avec des légalistes, avec des constitutionnalistes, avec des gens qui savent quelles sont les conséquences, les causes de ce qu'ils pourraient mettre en place. Et ça demande beaucoup de compétences. Le problème étant que
la plupart des compétences de l'Algérie étaient plus ou moins impliquées avec le pouvoir parce que 20 ans de pouvoir bouteflikain ont fait que toute opposition a été balayée, toute opposition crédible soit Elle dit est en passant. quasiment morte, l'opposition. Elle est inexistante. Comment? Elle est inexistante pratiquement, l'opposition. Elle est organisée. Elle a été bâillonnée. Il y a une opposition populaire, mais en termes d'opposition organisée, force est de reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. Maintenant, il y a des compétences qui existent, qui sont disséminées par le pays, et c'est à elles justement de prendre les choses en main. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher derrière le mouvement populaire. En tout cas, les élites, celles qui ont envie que l'Algérie bouge, ne doivent plus se cacher derrière le mouvement populaire, ne doivent plus laisser le peuple aller de lui-même de l'avant, et elles doivent dévoiler leurs cartes et dire voilà, moi j'ai un projet, moi voilà ce que je veux pour l'Algérie de demain, voilà ce qui est possible, voilà ce qui est pas possible, et il faut qu'il y ait confrontation. Concernant l'armée, c'est un problème relativement délicat parce qu'il y a deux armées en fait en Algérie. Hein. Il y a une armée nationale populaire qui dit bien son nom, qui est réellement populaire. Il y a l'armée des conscrits, il y a l'armée qui représente le peuple, qui défend la nation. À côté de ça, il y a une classe d'affairistes haut placés, qui ne représente pas l'ensemble de l'état-major algérien, mais qui malgré tout en fait partie. Et c'est ces gens-là qu'il faudrait arriver à écarter. Ceci étant, on ne peut pas écarter un clan présidentiel au pouvoir et en même temps écarter des affairistes qui font face à ce clan présidentiel au sein de l'armée. Il faudra faire un choix. Le choix a été fait, c'est dégager grosso modo le clan Bouteflika et ses soutiens. Demain est un autre jour. Je pense qu'aujourd'hui, obtenir déjà cela et arriver à construire des institutions fortes et une constitution qu'on ne foulera pas aux pieds, ce sera déjà énorme. Et par la suite, eh bien, j'espère qu'on saura remettre les généraux algériens sous les ordres du civil. Pour aller dans le sens de Midi, on avait fait une émission avant le début de ces événements. Oui. Avec Midi, on avait une certaine inquiétude. Et à titre personnel, c'était la division qui était visible de l'armée. On avait parlé comme quoi que Gaïd Salah, il a été interpellé par plusieurs hommes politiques et par haut gradés de l'armée afin d'intervenir et d'interdire la candidature de Bouteflika. Il les a repris vraiment d'une manière très féroce. Et on a bien vu 5 généraux en train d'être, ils ont été emprisonnés au mois de novembre. Et c'est ça qui nous poussait vraiment à l'inquiétude. Mais le lendemain de la révolution du 22 février, on a vu un discours d'unité et que l'armée était en train de protéger le peuple et d'aller dans les... voilà. Après, on a vu aussi des images... Oui, j'irai pas. Alors, si je peux me permettre, Sofiane, j'irai pas jusque-là. Comme je dis, il y a l'armée populaire, l'armée nationale populaire, et il y a les dirigeants des états-majors, les principaux dirigeants, eux sont impliqués en politique. Suivant Gaïd Salah était derrière Bouteflika pendant de nombreuses années. Comme la majorité des partis politiques, ouais. Bien entendu. La majorité, parce que ce qu'on lui en veut, ce qu'on lui en veut aujourd'hui, c'est d'appliquer tardivement l'article 102. Sauf que l'article 102, avant d'être appliqué, il fallait qu'il y ait des millions aussi de gens. Parce que s'il y avait une intervention de l'armée, on aurait dit que c'était un coup d'État. Alors. Et avec les pressions qu'on sait au niveau international contre le pays, en vérité, s'il y avait ce genre d'initiative initiée par le Gaïd Salah. Alors attention, on va écouter quand même nos auditeurs qui nous écoutent assidûment et qui ont des choses à dire, bien entendu, au 01 40 33 9000. On ne change pas les règles de cette émission. Chacun peut s'exprimer avec son ressenti, avec ses mots, en toute liberté. Et c'est ce que fait Mourad Damien qui nous appelle. Bonsoir Mourad. Voilà. Bonjour Christophe. Bonjour aux personnes qui sont présentes. Bonjour Mourad. Tu te rappelles, Christophe, quand j'avais appelé Damien, je t'ai dit que si le pouvoir s'entête à imposer la candidature de Bouteflika, ce sera la rue qui va les chasser. Ouais. À mon avis, aujourd'hui, l'article 102 est caduque, hein, parce que Ahmed Massala, à mon avis, la population n'en voudra pas. Ça c'est clair, on en reparlera la semaine prochaine. Mais il ne veut pas être président. Le président du Sénat ne sera pas président par intérim. La population n'en voudra pas. Ça c'est la Constitution, c'est pas lui qui voudrait. À mon avis, ce qu'il faut, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution du Conseil constitutionnel qui n'a pas joué son rôle, et la dissolution de l'Assemblée nationale. Et que le peuple choisisse ses têtes. Oui, mais ça paraît un peu compliqué quand même comme organisation derrière. Mais Bouteflika, pour le stopper constitutionnellement, comment vous faites? On nous impose des dignitaires du régime. Parce que là, ce que nous impose, ce sont des dignitaires. Ils ne veulent pas que le système, ils ne veulent pas la fin du système. À mon avis, ils essaient de gagner du temps. Hein? Je pense que l'Algérie, elle a 40 millions d'habitants, elle a des forces et des richesses dans sa jeunesse. Il y a des institutions comme
comme la magistrature, il y en a, on en a des. Aujourd'hui, on a des gens qui sont corrompus. Normalement, pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas joué son rôle? Morad. N'a pas joué son rôle pourquoi l'armée ne l'a pas dit en 2013? Parce que je vous ai répondu. Ouais. Pourquoi ces institutions n'ont pas joué leur rôle? Merci Morad, parce que on arrive au niveau de la pub, mais bon, c'est intéressant de vous entendre chacune et chacun d'entre vous. On continue en tout cas le débat jusque 18h en survolant un petit peu différents volets de ce beau pays qui nous occupe en ce moment, qu'est l'Algérie, en lui souhaitant évidemment le meilleur pour cet avenir que nous allons construire tous ensemble dans un instant. 01 40 33 9000, soyez les bienvenus. Sofiane Agdari. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, Algérie, le jour d'après avec Sofiane Agdari, avec Ossine Nassim Lachlache, et Mehdi Chebaiki en direct avec vous au 01 40 33 9000 pour répondre d'abord à cette question. En l'absence de propositions concrètes voyant la gravité de la situation, pensez-vous que l'armée algérienne est dans son rôle d'assurer la transition démocratique? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Vous n'hésitez pas et vous nous appelez bien sûr au 01 40 33 9000. Tiens, je vous propose d'accueillir un auditeur qui nous appelle de l'Île-de-France. C'est Mohamed, je crois. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci. Alors on vous écoute Mohamed. Voilà, en fait, moi je voulais donner mon point de vue. Donc voilà, je suis algérien. Bon, j'ai vécu en Algérie, donc j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie. Je connais l'Algérie bien, et puis ça fait 25 ans que je suis ici en France, donc on va dire moitié-moitié. Donc voilà. Moi, mon point de vue, c'est que ce qu'il a fait Gaïd Salah, franchement, c'est la solution pour sortir de ce problème-là, pour la stabilisation du pays, et voir par la suite. Parce qu'en fait, si on reste comme ça, la violence, ça mène à rien. Comme il a dit votre confrère, la rue, c'est vrai, le peuple algérien, il a manifesté, il a donné son point de vue. Donc voilà, il en a marre du système et tous les Algériens d'ailleurs. Donc, ce qui se passe, c'est que Gaïd Salah, il a fait une proposition, c'est la seule solution, c'est la bonne. Et après, on verra la suite, donc l'avenir, voilà. Donc, très bien. Je pense que c'est ça. Et je voulais faire juste une remarque, s'il vous plaît. Je vous en prie, Mohamed. Voilà, parce qu'en fait, ça me fait mal le cœur. Je voulais dire juste, la dernière fois, dimanche, à République, j'avais des gens qui ont manifesté et tout. Par contre, je voulais juste faire une remarque qu'ils respectent le drapeau algérien. Le drapeau algérien, c'est pas une serpillère. Il y a des gens qui le traînent par terre. Il y a d'autres qui font n'importe quoi avec. Un respect pour le drapeau algérien quand même. Voilà. C'était mon mot. Et puis voilà. Très bien. Merci Mohamed. Merci pour votre appel en tout cas. 01 40 33 9000. Alors pour Mohamed, c'est la bonne solution. Ouais, ça permettra une sortie de la crise. Ça doit être complété par d'autres mesures. On dit pas que, voilà. Nous, pour rappel, juste, le peuple algérien est sorti contre le 5e mandat. Après, on a dit contre la continuité du 4e mandat, suite à la lettre de Bouteflika qui est restée à durée indéterminée en dehors de la Constitution. Et là, aujourd'hui, avec l'activation de l'article 102, elle met fin à ce mandat, qui a été prolongé de par Boutef en dehors de toute légalité constitutionnelle. Après maintenant, pour réformer le système, c'est une autre étape. Finissons avec le clan de Bouteflika et construisons ensemble construisons ensemble une deuxième république libre et démocratique. Mais on respecte la Constitution, c'est-à-dire que c'est au président du Sénat de reprendre la relève. Là, c'est dans le cas d'une incapacité. Voilà, exactement, s'il est inapte. Et en plus, les prérogatives du Conseil de Sénat, entre-temps, il n'a aucune prérogative à part de préparer les élections libres et démocratiques. Et ramener Abdelkader Ben Salah, qui est très affaibli, parce qu'il fait partie du groupe du RND, le parti de Ouyahia, et il a soutenu le 5e mandat de Bouteflika. C'est-à-dire, il y a certains qui vous disent, il faut qu'on élise une autre personne qui puisse vraiment négocier ou préparer des élections anticipées, et d'autres qui vous disent Abdelkader Ben Salah, mais est très affaibli. Mais ça, c'est à discuter en vérité après. Mais déjà, commençons par accepter cette initiative ou proposer une autre initiative et discuter. Mais pour le moment, il y a cette solution qui est proposée sur la table. Mehdi ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Chaque chose en son temps. En fait, c'est une solution par défaut, mais ça demeure une solution face au blocage dans lequel aurait été le pays en cas de candidature de Bouteflika. Ceci étant,
je tiens quand même à préciser une chose. Là, on ne fait qu'anticiper ce qui serait arrivé d'ici 1 an ou 2, hein. Clairement, parce que au vu de l'âge et de l'état de santé de Bouteflika, ce qui se passe actuellement serait arrivé l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc bon, tant mieux. C'est bien que le peuple ait pu anticiper justement cela et pour pouvoir influer sur son avenir. Après, juste pour revenir sur ce que Sofiane disait, sur les revendications initiales, c'était évidemment non 5e mandat, etc. Après, en réalité, enfin, pour les uns et les autres, je pense qu'on en a conscience. Il y a des revendications qui sont plus profondes. Sur la vie courante, la viande est très très chère, la vie quotidienne est très très chère. Là, je parle juste de l'alimentation, hein, je parle même pas des vêtements, je parle même pas de tout ça. Ça c'est des choses qui sont voilà. Donc il y a aussi ces questions-là qu'il va falloir qu'un candidat à la hauteur résolve le plus rapidement possible pour permettre cette transition en douceur. Mais en vérité, voilà, dans les slogans, il n'y avait pas d'appel vraiment pour la vie. En vérité, ils ont demandé surtout une réforme politique et qu'ils existent sur la scène politique et qu'on arrête d'avoir des gens parachutés. Parce que en fait, je fais le lien avec aussi la vie quotidienne, puisqu'il y a la question du chômage, la question du logement. Alors ça construit à tour de bras en Algérie, mais en vérité, Nassim, pendant toutes ces années de gouvernance de Bouteflika, il y avait des manifestations, sauf que c'était des manifestations isolées. Là, c'est de masse, mais je veux dire. Maintenant, c'est de masse. Ils ont compris que ces pansements à répétition ne servaient pas vraiment à grand chose. Il fallait des réformes profondes et des réformes politiques. Et ils ont tout compris. On parle pas maintenant d'une augmentation du prix du lait ou. Oui, mais ça y viendra. C'est là où je veux en venir. C'est que tout ça, c'est lié. Si on arrive à changer la vision politique qu'a l'Algérie, etc. Et que derrière, il y a du changement de ce côté-là. Et par contre, par exemple, la question du logement, c'est quelque chose de très important. En Algérie, on est en train de faire tout simplement ce que la France a fait par le passé dans les années 50, 60, 70, à faire des barres d'immeubles construits par les Chinois. Et ça peut potentiellement demain devenir des catastrophes sociales, des bombes à retardement. Et en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de vision, c'est des constructions anarchiques, etc. Et ça pose la question de l'intérêt qu'a le politique pour les affaires du peuple. On l'a vu d'ailleurs durant les tremblements de terre qui se sont produits en Algérie. Les inondations aussi. Les inondations avant, aussi. Il y a 10 ans. L'état des routes. Il n'y a aucun contrôle. Il y a des trous dans chaque. T'as pas le choix. Tu tombes dans un des trous. Et c'est un des deux. Alors on a Kamel qui est avec nous. Une dernière chose. Oui, Mehdi. Je t'en prie, Mehdi. Ouais, juste une dernière chose. Avant le Hirak, avant le mouvement, il y avait des lignes de fracture en Algérie. Il y avait certaines lignes de fracture qui commençaient à apparaître, laïques, même laïcards parfois, contre musulmans ou islamistes, c'est selon. Il y avait des lignes de fracture berbères, arabes, on l'avait vu au Mzab notamment. Il y avait des lignes de fracture nord-sud. Il y avait des lignes de fracture concernant le développement économique. Et il ne faut pas oublier que le mouvement et l'unité actuelle populaire masquent ces lignes de fracture. Et lorsqu'il sera temps, c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la reconstruction institutionnelle du pays, parce que lorsqu'il sera temps de reconstruire des institutions fortes pour ce pays, il faudra faire en sorte de prendre en compte un peu tout cela. Tout à l'heure, il me semble que Nassim, alors ça coupait un peu, j'ai pas bien entendu, mais Nassim a parlé par rapport de l'islam en Algérie, c'est ça, Nassim ? Oui, je parlais du fait que c'est quelque chose dont on ne parlait pas et que à un moment donné. Voilà. C'est exactement ça. Il y a certaines choses qu'on met un peu sous le tapis pour le moment. Alors chaque chose en son temps. Hein, là-dessus, on est d'accord. Ceci étant, il y avait des problématiques qui existaient avant. Ces problématiques n'ont pas disparu et ne vont pas disparaître avec ce qui se passe. Et il ne faudra pas reproduire les mêmes erreurs qui ont été faites par le passé. Mais la place des populations berbères. Enfin, tu citais, c'est un exemple comme un autre quand tu parlais des fractures. La place des populations berbères, la langue berbère, etc. Il y a eu quelques avancées ces dernières années, mais qui sont pas à la hauteur. Si on veut éradiquer, et moi j'y suis favorable. Voilà, et notamment des groupes comme le MAC, qui sont pour moi signe de déstabilisation et signe de fracture forte en Algérie. Des mouvements comme ça, il faut montrer que l'Algérie est entre guillemets une et indivisible, arabo-berbère et arabo-berbère. Et voilà. On l'a vu avec ces images de justement des gens du MAC qui ont été chassés des manifestations, en que France, ce soit à la République, ouais, absolument. Il faut voir. Mais sauf que voilà, sauf c'est des sujets qui n'ont pas été réglés malheureusement. Ouais. C'est un exemple, le MAC, hein, c'est pas pour lui donner une importance qu'il n'a pas. Mais la Kabylie n'a pas de pétrole. Il y a des régions plus stratégiques. Il y a des olives. Il y a des figues. Il y a des figues et des olives en Kabylie. Ouais, il y a des figues et des olives. Bon, au Nasdaq, c'est pas encore ce qui est les valeurs les plus importantes. Il y a des, disons que voilà, c'est par ces failles
que la manipulation et les déstabilisations peuvent avoir lieu. Absolument. Et il y a des failles nord-sud, notamment en Algérie. J'y accorde peut-être un peu trop d'importance pour certains, mais pour moi, c'est vraiment une faille sur laquelle il faudra travailler. Il y a des populations dans le sud de l'Algérie qui vivent difficilement, qui vivent loin des grands centres, loin des grands axes, bien entendu, mais qui vivent dans une relative précarité. Tout à fait. Et si on s'occupe pas de ça, c'est un problème qui risque de ressurgir et d'exploser à la gueule de l'Algérie un jour ou l'autre. 01 40 33 9000, vous êtes nombreux à vouloir intervenir, à donner votre avis, parce qu'ici c'est une émission d'échange, de partage de points de vue, et c'est ce que va faire Kamel qui nous appelle d'Aulnay-sous-Bois. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Oui, moi je pense que ce qui se passe en Algérie, c'est à la fois, je pense, inévitable et souhaitable. Maintenant, comment est-ce que les choses vont évoluer? Moi, ce que je crains, c'est vous l'avez un petit peu évoqué, c'est effectivement la déstabilisation de l'Algérie, parce que il y a même un article, une déclaration d'un général français qui a mis en garde justement l'Algérie contre les réseaux. Il a évoqué texto les réseaux DHL, des Bernard-Henri Lévy, etc. Donc, ce que je crains, et je le crains déjà depuis le plan Oded-Inon, vous savez, ce plan du grand israélien. Oui, du grand redécoupage. Enfin, tout ce que je dis est vérifiable. Je sors pas ça d'un chapeau. Le redécoupage du Grand Moyen-Orient, qui inclut les pays du Maghreb et l'Algérie en particulier, qui est de concasser tous ces pays, tous ces États, donc abolir les États, et l'Algérie ne fera pas exception. Elle fera exception, Inch'Allah. Non, mais grâce à la vigilité de ses habitants. Non, dans la tête de ces gens-là, je parle du point de vue de ces gens-là, elle ne fera pas exception. Donc ça, ne dites pas oui, Inch'Allah, bien sûr, on le souhaite tous, mais ils disposent de moyens considérables. Aujourd'hui, nous sommes dans des guerres qui ne sont plus faites avec des casques à pointe, mais cinquième génération. Mais bien entendu, ce sont des guerres croisées, des guerres de l'intelligence, des guerres de l'internet, des manipulations croisées. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors bien entendu, je fais confiance aux Algériens, mais arrêtons à chaque fois qu'on évoque ce danger de dire non, les Algériens, pas les Algériens. Pourquoi pas les Algériens? Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, quand vous voyez ce mouvement? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui saute aux yeux? Nous, on parle pas de rien. On voit vraiment, on analyse la situation. Vraiment, moi, j'ai dit aujourd'hui, quand on s'attaque à l'armée, on voit que c'est un début d'attaque à la déstabilisation de l'Algérie. Tout à fait. Je pense. Moi, je suis pas aussi catégorique. L'armée, c'est le pivot, c'est le colonne vertébrale des institutions. S'il n'y a plus d'armée en Algérie, il n'y a plus rien. Tout à fait. Ouais. Mehdi, t'es pas aussi. Allô? Oui, Mehdi Chebaiki est pas aussi. Oui, je suis pas aussi catégorique lorsque l'on dit que lorsque l'on s'attaque à l'armée, on veut déstabiliser l'Algérie. On peut s'attaquer à certaines défaillances ou à certains manquements ou à certaines opérations militaires, de l'armée, pour le bien de l'Algérie. Oui, mais pardon, j'ai répondu sur l'armée parce que monsieur a évoqué l'armée, mais moi, ce que je crains, c'est effectivement qu'il y ait des mouvements de déstabilisation sur des lignes de fracture qui préexistent en Algérie, mais qui sont aujourd'hui endormies, et tant mieux, sur des points de fracture à la fois régional, mais aussi sur le plan économique, sur le plan sociétal, etc. Donc, il faut être extrêmement prudent. Comment dirais-je? Ces guerres croisées sont des guerres qui ne sont pas visibles, mais qui font leur œuvre de façon souterraine, et puis au bout d'un moment on se rend compte des soubresauts, et là c'est trop tard. Donc il faut analyser clairement la situation, voir quelles sont les forces qui peuvent être en présence, y compris des réseaux internationaux comme ceux de Soros ou d'autres. Comme Haute-Port qu'on a bien vu agir dans ces événements. Tout à fait. Et donc, il faut aussi faire attention à la communication politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de responsables politiques en France qui vont vous expliquer qu'il faut surtout, et à juste titre, qu'il faut surtout pas que l'Algérie soit déstabilisée. Mais en réalité, ils travaillent exactement pour le contraire. Il y a des gens qui sont convaincus, pour des raisons philosophiques dans lesquelles on ne va pas rentrer ici, qu'il faut absolument qu'il y ait le mélange partout, l'immigration de masse partout. Bon, c'est leur philosophie. Ce sont des gens qui... Le mondialisme. Ils n'aiment pas les États, ils n'aiment pas les peuples, ils n'aiment rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, l'Algérie sera obligée d'être extrêmement prudent par rapport à toutes ces forces qui agissent de façon souterraine, mais qui agissent bien. Merci Kamel. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette excellente intervention aussi, parce que il y a de l'inquiétude, on le sent. Et j'aimerais rajouter une dernière chose, oui, Christophe.
tout mouvement s'essouffle à un moment ou un autre. L'Algérie ne fera pas exception, et je ne suis pas certain que le temps je suis plutôt même certain que le temps joue contre le peuple actuellement. Les mobilisations masse, comment? D'où l'intervention du Gaïd Salah dans son argumentaire pour appliquer l'article 102. Voilà, parce que on peut pas mobiliser des millions de personnes tous les vendredis ad vitam aeternam, c'est pas possible. Et petit à petit, le mouvement s'essouffle. On le voit avec tous les mouvements. Il peut y avoir une radicalisation de certains, parce que lorsque l'on s'est investi énormément dans un mouvement et qu'on n'en retire pas les fruits tout de suite, ou qu'on voit que des gens commencent à faire défection, eh bien on a tendance à être de plus en plus dur dans ces positions. Et ça jouera inévitablement contre les intérêts du peuple algérien. Donc j'espère qu'il y aura quand même une relative stabilisation assez rapide pour pouvoir passer à la phase de construction rapidement. Parce que la phase d'opposition, la phase de contestation, plus elle dure, et moins c'est bon pour le peuple. On est avec vos appels, avec vous évidemment, 01 40 33 9000. On essaie en tout cas d'analyser avec froideur et avec une certaine objectivité. Je peux avancer une information, Christophe? Ah bah bien sûr, mon Sofiane. Ouais, c'est sur le patron de Cholour qui a été arrêté ce matin visiblement. Qui a été enlevé ce matin. Par les services de la présidence, parce qu'il vient de s'exprimer, il vient de saluer le général Gaïd Salah d'être derrière sa libération. D'accord. C'est le patron. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il a dévoilé. Expliquer qui est ce monsieur comme ça. Ouais, c'est le PDG de Cholour TV, c'est une chaîne de télévision algérienne qui a commencé à parler hier, qui a cité Saïd Bouteflika comme étant le propriétaire, en vérité, ce qu'on dit du tampon. Ouais, il portait le tampon de la présidence, et en même temps, il a commencé à dévoiler des affaires de corruption de grandes sommes d'argent, on parle de centaines de millions de dollars. Ouais. Et hier dans la chaîne de télévision Cholour. Et quand par hasard aujourd'hui il a été enlevé. Et il accuse Gaïd Salah d'être derrière ça. Derrière sa libération. Sa libération, d'accord. Ouais. Oui, très important. Et pour info, il me semble que Cholour est reconnu en tout cas comme une télévision proche des milieux islamistes. Frères musulmans, exactement. Ouais. Voilà, donc on remarque que les cartes sont pas aussi claires que ça. C'est-à-dire qu'en Algérie, il n'y a pas les uns d'un côté, les uns de l'autre. On se rappellera que l'année dernière, il me semble, Macri du MSP avait demandé l'intervention de l'armée pour. C'est bien ça, je me trompe pas, Sofiane? Macri, il a demandé le prolongement de la présidence de Bouteflika de 2 ans. Et l'autre Jaballah avait demandé l'intervention de l'armée ces derniers jours. Alors non, mais il me semble que même Macri a changé de position assez souvent. Jaballah c'est différent. Mais il me semble que c'est pour dire que les positions évoluent, les alliances évoluent. Ça on le voit clairement. Manji est avec nous depuis Marseille. Salut Manji. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un peu des harcèlements d'écouter des gens comme ça. Et en fait, je vais être un peu dur. Excusez-moi. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis pas un combattant de la 25e heure. Je vois que des gens commencent à tourner leur veste. Et je vois que on commence déjà à sortir la carte de l'armée. Pour moi, une armée qui intervient dans un processus politique, c'est un putsch. Ceux qui pensent que Gaïd Salah, il a fait ça pour le bien du peuple, pourquoi il l'a pas fait il y a longtemps, lorsqu'il était avec Bouteflika, même ici à l'hôpital militaire, rappelez-moi le nom, je m'en rappelle plus, à Paris. Val-de-Grâce. Val-de-Grâce, effectivement, Val-de-Grâce, voilà. Et tout simplement, Gaïd Salah vient de prolonger, donner un deuxième souffle au pouvoir illégitime, parce que le pouvoir était légitime depuis longtemps. La dernière fois, je me suis traité de tout lorsque j'ai dit que l'Algérie était une dictature sur vos intervenants, mais ça me dérange pas. Je me rappelle que je me suis pris le bec avec Sofiane plusieurs fois, et effectivement quand il y a eu la mort de Mohamed Amglet, le journaliste, et que je dis que c'était un pays où les journalistes meurent en prison, c'est une dictature. Moi, j'ai pas changé de position, alhamdoulilah. Ce jour-là, c'était pas avec moi. Hein. Je vous rassure. Pardon? Ce jour-là, c'était pas avec moi. Si, c'était avec vous. Non. C'est pas grave, je vais pas perdre du temps là-dessus. Tout simplement, ce qui se passe actuellement, c'est que le pouvoir, il veut pas partir, tout simplement. Et les Algériens, ils ont très bien compris. Vous allez voir les réactions en Algérie, c'est pas tout à fait ce qu'on voit ici. Et lorsque j'ai entendu parler des problèmes de chômage, les Algériens veulent s'attaquer non pas aux conséquences, mais à la cause de ces problèmes-là. Lorsqu'on dit le système part, et aux gars, c'est-à-dire ils partent tous, c'est pas... on sait que le problème de division, c'est lié au pouvoir, les problèmes de chômage, c'est lié au pouvoir, le problème de mauvais temps. C'est lié au pouvoir.
Pardon? Du mauvais temps aussi, c'est lié au pouvoir. Tout à fait, on veut au pouvoir parce que effectivement, lorsqu'on dit ces choses-là, ça plaît pas à ceux qui se plaisent à aimer les dictatures. Moi ça me dérange pas, mais ce qu'on regarde, c'est que il y a pas depuis combien d'années ce pouvoir-là, il a le pouvoir, il a même pas des hôpitaux pour qu'ils se soignent, qu'ils soignent les responsables. Il faut arrêter un petit peu. Mais c'est quoi le système pour vous? Le système pour vous, c'est quoi exactement? L'armée? Le système pour vous, c'est quoi exactement? Expliquez-nous, parce qu'aujourd'hui, le système pour vous, comment vous le définissez? L'armée est intégrée dans le système? Le système, c'est l'armée, ouais. Des affairistes. C'est l'armée des affairistes, c'est-à-dire on a créé l'Algérie, je vous le dis clairement, je vous le dis, on a fait de l'Algérie un comptoir, on ne produit absolument rien, on achète tout, et mais même ça on condamne. On paye tout ça au très cher. D'accord, la solution que vous proposez. Général du sucre, Monsieur Mounji. Du pétrole, général de l'huile, oui. Monsieur Mounji, vous faites partie du mouvement Rachad qui regroupe les anciens du Front Islamique du Salut. Vous pouvez nous donner juste la clé de sortie de cette crise en vérité. Vous, comment vous préconisez, vous, les anciens du Fils? Vous savez, vous dites comme un islamiste, comme ça vous parlez comme un ravier, parce que le dernier qui m'a attaqué sur ce truc-là, c'était... Non, mais sauf si vous vous lavez les mains, sauf si vous vous lavez... Excusez-moi, sauf si vous vous lavez les mains de Zétot et de Morad Hina et compagnie, sauf si vous vous lavez les mains. Voilà, maintenant les gens les connaissent, ces gens-là. Ils n'ont pas le sens des Algériens. Ah, comment? Je vais vous faire écouter, cher monsieur. Je vais vous faire écouter, cher monsieur, Morad Hina se féliciter de l'assassinat des intellectuels algériens. Morad Hina je vais vous faire écouter après. Ils ont le sang dans les mains. Le sang des Algériens, vous avez entre les mains vos sangs. Si je peux juste dire... Attendez. Mondji, on dialogue, on échange, d'accord? Nassim. Christophe, oui. Oui, je voulais dire par rapport à... Donc j'ai écouté attentivement l'intervention de monsieur. Bonjour. Non, juste une réaction. Non, on nous a même pas salué. C'est juste une réaction qui est que dans une dictature, alors je suis pas en train de dire c'est pas une dictature, c'est une dictature, c'est pas ça, c'est on essaye de porter une réflexion, de poser les choses et de regarder un peu ensemble voilà. Dans une dictature, je suis pas persuadé que 15 millions de personnes puissent descendre dans la rue. Oui. Ça c'est ce que je pense. On est d'accord. Alors attendez, je vais juste au bout, je finis juste rapidement, hein, monsieur, je finis rapidement. Je suis pas persuadé. Quand on a vu comment ça s'est passé dans d'autres pays, dans de vraies dictatures, là le régime est effectivement autoritaire. Il y a un régime qui est concentré dans les mains d'un groupe de personnes, etc. Ça, on le... Autoritaire est plus le mot d'ailleurs que dictature. On est d'accord. Voilà, on le conçoit. Mais après, c'est juste que en termes de juste le terme de dictature, je sais pas s'il est adapté, mais je me pose la question encore. Je suis pas en train de vous affirmer que ce n'est pas le cas. Je constate que on a 15 millions de personnes dans la rue sans répression aucune. Et dans une dictature, justement, il y a de la répression. Ça, mon Dieu, tu peux pas le nier, ça. C'est juste ça que je veux dire. Je réponds là-dessus, tout simplement. Il y a l'effet de surprise. Le pouvoir n'attendait pas. Le chiffre. C'est vrai aussi, ça, ce que vous dites. Le chiffre, excusez-moi, je finis s'il vous plaît. Oui. Le chiffre, c'est la protection. Le chiffre, il a donné la protection à cette masse de gens qui sont sortis. Je vous rappelle juste qu'il n'y a pas longtemps, les médecins ils sont fait casser le crâne à l'hôpital Moustapha Bacha. Il y a pas très longtemps, on avait des journalistes jusqu'à présent, il y a des blogueurs qui sont en prison. Je crois qu'il y a un type de 25 blogueurs qui sont actuellement en prison pour un délit d'opinion. Vous savez, monsieur, moi j'ai grandi en Algérie. J'ai vécu en Algérie. Vous n'êtes pas le seul, mon Dieu. Suite au coup d'État de 92. Vous n'êtes pas le seul. Excusez-moi, les gens qui parlent de BHL et l'étudiant de Lecourt, je vous invite à lire les agents, je m'en rappelle le titre exactement, mais les agents de troubles de l'affaire algérienne, vous allez voir tous ces gens-là, Sifawi, BHL, Saïd Saadi, Khalida Toumi, Khalida Messaoudi, avant que ce soit, je crois, le divorcé maintenant le représentant dans l'ancien nom, monsieur Khadra, monsieur Ismail Khadra, qui était officier dans l'armée. On n'a jamais fait des enquêtes sur les meurtres de Benzafra, de Maïs, de Rélézen. Il n'y a jamais eu d'enquête sur les disparus. À un moment donné, il faut poser les choses. Merci Mondji pour votre échange, enfin une espèce d'échange en tout cas, qu'on a essayé d'observer dans un instant. On continue, on va essayer de s'interroger, est-ce que cette révolution, je
pas d'ailleurs si c'est le mot exact, en tout cas de ce qui se passe en Algérie, est-ce que ça peut avoir des influences non seulement au Maghreb mais aussi dans le monde arabe? Restez bien avec nous. Et puis alors, quel type de régime souhaité pour l'Algérie de demain? On en reparle aussi avec vous au 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous. L'Algérie de demain, on en parle déjà. Oui, le jour d'après sur France Maghreb 2 avec Sofiane Nakdari, avec Nassim Lachlache, avec Mehdi Chebaiki aussi qui est avec nous, bien sûr, et avec vous, bien entendu, au 01 40 33 9000. Et on voit finalement qu'après tout cela, une fois que tout est posé sur la table, une fois que les revendications sont connues, posées, on voit quand même qu'il y aura quelques discussions un petit peu houleuses pour demain. Et c'est normal, on est obligé de passer par là, et ça se fait, je crois, dans un pays qu'on peut considérer comme libre quand même. Quand j'entends parler, et quand j'ai toujours entendu parler d'associer l'Algérie à une dictature, ça m'a toujours fait froid dans le dos, parce que ces gens qui parlent de dictature n'ont jamais connu la dictature telle qu'on peut la connaître dans le monde, avec des exemples à la Pinochet et d'autres. Mais quand même en Algérie aujourd'hui, déjà Sofiane, toi qui reviens d'Algérie là il y a pas longtemps. Mais comme disait Nassim, t'as des millions d'Algériens qui sortent et il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de morts, ça vient pas comme ça. Dans un pays de dictature, il y a 0 personne. Je rappelle juste l'Algérie, juste l'Algérie en 88, il y a eu 500 morts. Ouais. Aujourd'hui, même avec un petit fusil d'assaut, vous auriez pu faire un carnage dans ces manifestations par millions. Sans goutte de sang aujourd'hui. Voilà, sans goutte de sang, ça vient pas de nulle part aussi. Sans un papier par terre. Oui, en plus, parce qu'il nettoie en plus. Écolo. Ils sont écolos, dans le turfu, les Algériens. Moi, je disais juste, Christophe, tout à l'heure, là, pendant la pause, que j'étais agréablement surpris quand même de la maturité politique, avec laquelle les jeunes Algériens, je parle pas des plus anciens, ont fait face et ont dénoncé la construction du discours, etc., qu'ils ont. Ouais. On voit des interventions qui font froid dans le dos, dans le bon sens, qui font des frissons. Ce petit garçon qui dit nous on n'est pas la Syrie, etc. Ce qu'il a, il a 10 ans le gamin et il a cette maturité. Ça m'a fait penser. Ça c'était un message à Ouahia directement. Ça m'a fait penser. Alors, comparaison n'est pas raison, mais ça m'a fait penser à des interventions de jeunes Palestiniens. Ouais. Quand ils te parlent, c'est les mecs qui te donnent une leçon de morale. Et moi j'étais agréablement surpris parce que je pensais à tort, du coup je me suis trompé. Et surtout la mixité. Que en fait les jeunes Algériens avaient complètement oublié cette partie. Et surtout la mixité au niveau des manifestations. Exactement, il y a aussi des femmes, ça a démontré, ça a complètement conjuré tout ce qui était dit sur l'Algérie, Alors, on a Karim qui est avec nous depuis Marseille. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Karim. Venez apporter votre petite pierre à l'édifice, mon cher Karim, on vous écoute. Oui, bien sûr, pas de souci. Bon, moi, Christophe, très honnêtement, je suis très très inquiet. Mais vraiment inquiet. Alors pourquoi vous êtes inquiet, Karim? Je vais vous expliquer. Allez-y. Donc peut-être que les gens sur le plateau pourront m'aider à comprendre. On est là pour ça. Alors, donc, aujourd'hui, il y a eu une institution, qui sont les militaires, qui ont donné leur avis. Oui. D'accord. Ils ont donné un avis. Moi, je trouve que cet avis, il est formidable. Cet article, il est très très bien. Je pense que les militaires, c'est des Algériens comme nous. Ils ont le droit de donner leur avis, même si c'est une institution militaire. Après, s'il y aurait eu un coup d'État, pour moi, un coup d'État, c'est quoi? C'est les militaires avec des classes dehors. C'est clair. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a une date butoir qui est... C'est pour ça que les gens qui sont sur le plateau, peut-être qu'ils vont m'éclairer. On a une date butoir qui est le 28 avril. Oui, c'est la fin du mandat, du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Oui. Ça veut dire qu'il va y avoir, comment on dit ça, un vide institutionnel. Oui. Hein? Et je ne sais pas si les gens comprennent ce que c'est qu'un vide institutionnel. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien derrière, je veux dire. Tout à fait. Je ne sais pas où on va. Il n'y a plus de loi. Les gens qui critiquent ça aujourd'hui... ils veulent cette situation en vérité. Ils veulent ce vide. Absolument. Donc, s'ils veulent ce vide, ça veut dire qu'après, pour moi, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Ça sera les règlements de compte. Tout à fait. Alors, ça a déjà commencé. Il y en a aujourd'hui avec Gaïd Salah. Ok, il a été près de l'institution, on est d'accord. Mais le gars, quand même, il a dit quelque chose de bien. Pour moi, il essaye de sauver l'Algérie et sortir par la grande porte. Il faut arrêter. Mais surtout, Karim... On prend ce qu'on a aujourd'hui.
Mais il faut arrêter parce que ça va devenir une catastrophe, cette histoire. Karim, Oui. excuse-moi, les gens qui disent que pourquoi l'armée ou Gaïd Salah n'a pas appliqué cette loi en 2013. Alors, il n'y avait pas les 20 millions d'Algériens dans les rues en 2013. Et les gens qui le critiquent aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont négocié avec le pouvoir pour avoir des postes de députés et au Sénat, le FFS, le RCD, le MSP. Et tous le parti des travailleurs de Louisa Hannoun, ils ont négocié pour avoir des postes. Eux qui ne croient pas à la démocratie du pouvoir bouteflikiste, mais qui ont négocié avec lui pour avoir des postes. Et eux, ils ont négocié avec ce pouvoir pour un prolongement. Et aujourd'hui, ils viennent donner des leçons pour l'armée qui met fin au mandat de Bouteflika de manière constitutionnelle. Pas avec les chars et pas avec des armes. Sofiane, allô? Oui, mais dis, on t'écoute, vas-y. Oui, non, je disais, c'est pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai vérifié, hein, donc c'est bien ce que j'ai dit. L'année dernière, en 2018, le MSP, alors bon, entre autres, c'est le MSP de Mokri, avait proposé à Gaïd Salah de procéder à une transition. Il voulait impliquer l'armée dans une transition politique, et Gaïd Salah avait répondu à cette époque-là, non, nous avons un président légitime. Il n'avait pas parlé d'article 102 à ce moment-là. Ouais. Il avait dit nous avons un président légitime et nous sommes derrière le président Bouteflika. Donc, il a mis des hauts gradés en prison. Hein, oui, mais il y a 20 millions de personnes dans les rues entre temps, quand même, ça change la donne. Pardon. Même, oui, non, mais ce que je veux dire simplement là, c'est que vis-à-vis de Gaïd Salah, c'est pas d'angélisme non plus. Oui, bien sûr. Oui, non, pas là après, faut mettre, comme dit Mehdi, faut prendre un côté humain. Le type, il est général, il a tous les pouvoirs. Pourquoi il va se destituer lui-même? Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il y a un mouvement populaire qui le pousse. Il se dit c'est soit ça va partir en vrille, parce qu'ils se rendent compte aussi que ils sauvent la peau de l'Algérie. Oui. Non, la peau de l'Algérie. Alors je sais pas dans quel sens. Il sauve bien évidemment sa peau d'une manière ou d'une autre. Et l'Algérie en même temps. Mais par ailleurs, il permet. Voilà, mais je pense qu'il y a un bon timing surtout. Je pense, disons qu'il y a des moments dans la vie et dans une vie politique où il faut faire des choix qui impliquent sa propre personne, mais également un pays. Et là, on va pas lui enlever qu'il a fait le bon. Moi, je le trouve opportuniste, mais dans le bon sens. Mais c'est un choix tardif. Rappelons-le quand même, c'est un choix tardif. C'est vrai de garder ça en mémoire. Aussi tardif que la population aussi. Dans l'ALN en 1961. Aussi tardif que la population qui était démissionnaire de tout aussi. On a laissé aussi le bouteflikisme gangréner toute la société. Mais Sofiane, la population ne porte pas la responsabilité des affaires. Mais tu sais pertinemment l'armée algérienne comment elle est interprétée, son intervention au niveau politique, comment elle est interprétée au niveau international. Il peut pas s'aventurer. On voit bien, par exemple, en Égypte, quand ils ont arrêté le processus, on les a félicités. On leur vend maintenant des sous-marins et des missiles. Non, mais il vaut mieux ça que ce qui s'est passé en Égypte, ça c'est clair. Tout à fait. Voilà. Il évite le scénario égyptien. Je suis pas en train de dire, voilà, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire, il faut simplement, il faut pas faire d'angélisme vis-à-vis de ça. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise décision. Je dis simplement que malgré tout et malgré la décision qui est à saluer, elle arrive relativement tardivement. Tardivement, oui. Voilà. Mais elle est là. Karim, un dernier mot, allez-y. Désolé. Donc voilà, moi même le débat ici. Un appel à tous les Algériens. Oui. Il faut arrêter les règlements de compte, c'est après. Prenons ce qu'on a et essayons d'avancer parce qu'après ça sera trop tard. Et je le sens venir comme je sais pas quoi. Le peuple algérien, je pense qu'il. Oui, je pense qu'il faut arrêter maintenant. C'est bon, il faut arrêter. On va à la catastrophe. Merci Karim, de Marseille en tout cas pour votre avis, nous avoir fait part de votre inquiétude avant de parler d'une possible contagion, parce qu'on peut éventuellement parler de ce qui se passe en Algérie. Pourquoi? Parce que on l'a dit, ça s'est fait sans goutte de sang. C'est à saluer avec ce peuple qui s'exprime à sa manière. À la sauce des aides, j'ai envie de dire. On se croirait, quand on est dans les manifs, on se croirait dans un stade de foot, quoi. Pardon, Christophe, excuse-moi, oui. Christophe. Oui. Qu'est-ce qui s'est fait jusqu'ici sans une goutte de sang? Ce qui se passe depuis 5 semaines en Algérie. C'est-à-dire c'est-à-dire l'arrêt du 5e mandat, l'arrêt du prolongement de monsieur Bouteflika. Tu vois les gens qui m'ont mis Bouteflika pour le 5e mandat, qui est un dieu pour eux, avec dans un cadre. Aujourd'hui, ils sont en train de le critiquer. Même certains appellent à sa démission. T'as des syndicats de magistrats et d'intellectuels qui sont dans la rue, qui ont repris leur rôle qui leur est approprié au niveau de la société algérienne. T'as des médias algériens aujourd'hui, des journalistes qui sortent dans la rue et qui disent appellent à la liberté d'expression dans une télévision qui s'appelle l'Yatima. Voilà, on a plein de changements, plein de choses qui ont avancé, au contraire. Oui, Mehdi. Sans goutte de sang, Mehdi, quand même. Allô? Oui, Mehdi, on t'entend. Vas-y. Allô? Bon, apparemment, il nous entend plus, notre Mehdi. On va accueillir Mouloud qui est avec nous. Salut, Mouloud.
Mouloud, il est parti. 01 40 33 9000. Je parle beaucoup peut-être. Non, pas du tout. Non, chacun ça s'est exprimé. Mehdi, t'es là ou pas? Bon, on va essayer de rappeler Mehdi parce qu'on l'a perdu. Notre ami Mehdi Chebaiki, 01 40 33 9000. Bah Sofiane, tiens, puisque tu as le micro, tu vas le garder un petit peu. Pour nous dire un petit peu, est-ce que finalement ce qui se passe en Algérie, ces 5 semaines de personnes, des millions de personnes, hein, parce qu'il faut le dire, il y a des médias qui cherchent à minimiser un peu les choses. On parle bien de millions de personnes chaque vendredi dans les rues et des milliers chaque jour, suivant les corps de métier qui s'expriment. Est-ce que ça peut poser une certaine inquiétude envers les pays voisins, j'en pense un en particulier, et envers tout le pays arabe finalement, parce l'Algérie les Algériens sont en train de montrer aux pays arabes, aux pays voisins, que on peut avoir des revendications, que ça peut se faire dans le calme et dans un pacifisme le plus total, constatable, total. Ouais. Voilà. Ouais, mais après. Moi, je pense, je sais pas si. Vas-y. Honnêtement, je suis plutôt perplexe sur la possibilité de pouvoir étendre ça Ah ouais. Aux autres pays des alentours, pas que les pays arabes d'ailleurs, les pays d'Afrique subsaharienne aussi peuvent être concernés par cette question-là, Christophe. Après, je comprends qu'on s'intéresse aux pays maghrébins en particulier, mais je pense pas que ce soit le cas. Les Tunisiens considèrent avoir opéré leur révolution et aujourd'hui demandent une stabilité, une sécurité dans les rues. Puisque tu parles des Tunisiens, beaucoup ont essayé de comparer ce qui s'est passé en 2011 en Tunisie et ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Est-ce que ça a un rapport? Moi, je le pense pas. C'est pas comparable ni dans l'ampleur, ni dans la situation qui était celle. Enfin, Ben Ali n'est pas Bouteflika. Moi, si j'ai à comparer avec la révolution au Portugal, si j'ai à comparer avec une autre révolution où l'armée même la dictature qui était à l'époque, c'est pas la dictature de Bouteflika. Et pour le Maroc. Pour le Maroc, qui est un cas très particulier, parce que j'entends aussi le Maroc, avec lequel l'Algérie devrait travailler main dans la main, à mon sens en tout cas, pour résoudre un certain nombre de problèmes régionaux. Pour le Maroc, on est dans une toute autre situation là encore. Premièrement, c'est un royaume. Ça, on le dit souvent, je pense que je suis pas le premier à le dire, tout le monde le dit. C'est un royaume, donc ils ont un roi qui permet de cimenter quand même leur pays, leur royaume. Ouais. Donc il y a un rapport à la monarchie qui est totalement différente que celle qu'on peut avoir avec un président. Il y a une colère quand même, hein. Mais ça, il y a une colère, notamment, on peut parler aussi de ce qui s'est passé dans le Rif. Et de la répression avec laquelle cela s'est fait aujourd'hui. Zabzati, 20 ans de prison. Voilà, des peines d'emprisonnement pour avoir osé dénoncer ceci ou cela, des conditions de vie ou des choses comme ça. Mais surtout, maintenant, si les Marocains se soulèvent, c'est pas contre le roi, c'est pour des réformes au niveau de la monarchie constituante. En vérité, c'est ce qu'on a entendu au début du printemps arabe. Après, maintenant, c'est la même composante, c'est les mêmes aspirations, c'est les mêmes problèmes. Moi, je n'écarte pas, mais maintenant, beaucoup de pays souhaitent que ça se termine très mal en Algérie pour que ça ne s'exporte pas. Parce que c'est un nouveau souffle qui a été donné au printemps dit arabe. Alors que moi surtout la manière dont ça s'est fait, Christophe, comme tu disais. Et surtout l'opinion internationale qui veille au grain en vérité pour toute répression. Alors du coup, si l'Algérie arrive, mais maintenant ce qu'on est en train de voir, c'est que même nous on sait pas où aller. Pour le moment en Algérie, on était contre le 5e mandat, contre ce clan. On veut réformer le pays pour aller en avant, avoir une deuxième république plus libre et plus démocratique, avec un état de droit. Et ça prend des étapes. Il faut pas accélérer le. Alors on a retrouvé notre ami Mehdi Chebaiki, je crois, qui est avec nous. Mon Mehdi, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, alors très bien. Ne bouge pas, on va accueillir un auditeur dont j'ai perdu le prénom. Pardonnez-moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Francis. Francis? Tout à fait. Francis, vous nous appelez d'où, Francis? Je vous appelle de Juvisy. De Juvisy, très bien. Alors, vous écoutez le débat, vous avez envie d'en participer, d'y participer. Je voudrais juste interpeller la personne qui vient de dire qu'en 88, il n'y a eu que 500 morts. Est-ce qu'elle les a comptés, cette personne? Ça, c'est les rapports officiels qui a été révélé après. Les rapports officiels donnent 12 000 morts. En 88. En Algérie. Il y a des enfants qui ont été jetés par hélicoptère dans la mer. En 88. Il y a des disparus que jusqu'à maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et dont les mères réclament à la justice et au gouvernement algérien pour savoir où est-ce qu'ils sont, ces enfants qui ont été enlevés en 88. La seconde chose dont je voudrais parler, c'est par rapport à la dictature en Algérie.
Je vous fais dire que l'Algérie est un pays dictatorial déjà, parce que tous les présidents de l'Algérie, de Ben Bella jusqu'à Bouteflika, sont issus de l'armée. C'est des c'est pas ce qui détermine une dictature, monsieur. Que ce soit Chadli, que ce soit Zeroual, que ce soit Boutef, ils sont tous issus de l'armée. Donc, n'allez pas dire que l'Algérie n'est pas un pays dictatorial. Ah, c'est sûr, on le dit, hein. C'est pas un pays dictatorial. Un peu libéré, pardon. Ouais. Je voudrais juste dire une chose et puis je vais arrêter. Elle s'est un petit peu libérée pendant Chadli qui a un petit peu ordonné le multipartisme, etc. Mais regardez, la preuve est là. Au lieu que ce soit le Conseil constitutionnel qui destitue le président, c'est l'armée, encore une fois. C'est un général. Alors moi je dis que l'Algérie pour le moment sortir de cette situation. Le président n'est pas destitué pour le moment, il est sur la fin d'un mandat, donc en théorie il devrait partir. Ouais, mais l'article 102 il est là pour destituer le président quand même. Et pas être remplacé par Gaïtsa, pas un général, par le président du Conseil constitutionnel. Mais je veux dire, est-ce que vous pensez que si vous, moi ou n'importe quelle personne sur ce plateau avait demandé l'application de l'article 102, quelqu'un serait posé, enfin le Conseil constitutionnel serait posé la question de l'appliquer? Moi je pense pas. Malheureusement, parce que je pense qu'on devrait tous pouvoir le faire. C'est au civil, c'est pas à l'armée. On est d'accord avec vous, mais là on est sur la situation la plus la moins pire. Voilà, la moins pire. L'armée intervient en Algérie, donc c'est un pays qui est tenu par l'armée. Le DRS et l'armée, voilà. Bon, merci Francis, même si on partage pas votre avis, en tout cas autour de cette table, concernant la dictature. Franchement, il faut qu'on arrête avec ça, parce que ça devient... Mais il nous explique pas comment les 20 millions qui sont sortis dans la rue, il n'y a pas eu de mort. Non, mais voilà, des militaires, il y a eu De Gaulle aussi en France. Après ce que Francis disait pour justifier, je veux pas reformuler ses propos et ni me les rapproprier, pas du tout, mais ce qu'il disait c'est que c'est une dictature parce que les hommes politiques étaient issus de l'armée. Mais ça c'est pas ce qui définit une dictature, en tout cas dans la définition même d'une dictature. Comme tu donnais l'exemple tout à l'heure, Christophe, de Pinochet. Pinochet était une dictature. Ça c'est une vraie dictature. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est une dictature. C'est un coup d'État qui a eu lieu et voilà. Et on peut en citer encore d'autres pays. La Tunisie de Ben Ali était plus une dictature que l'Algérie de Bouteflika, par exemple. Pardon de le dire. Par exemple, et encore, on pourrait même s'y intéresser dans le sens où, dans le sens effectivement, il y avait les gens effectivement pouvaient s'exprimer, sauf effectivement sur les Ben activités Ali du président et Trabelsi, exactement. Donc en Algérie, dans les stades, il faut juste écouter ce qui se passe tous les week-ends quand même depuis des années. Et puis la presse, quand on voit des slogans hostiles au pouvoir à Bouteflika, c'est pas d'aujourd'hui. Quand on voit des dessinateurs comme Dilem par exemple, qui ont cette possibilité. Un mec dans un pays dictatorial ne pourrait pas faire ça. C'est impossible. On est avec le livre de Ben Cheikh sur Bouteflika également, la posture algérienne. Enfin, il y a eu tellement de choses. L'Algérie, alors, je sais pas si on peut la rentrer dans le cadre habituel démocratie versus dictature. Tous les pays sont plus ou moins nuancés, mais l'Algérie a vraiment certaines particularités dues à son histoire également, dues à sa libération, la LN historique qui a donné beaucoup d'hommes politiques par la suite. Donc on peut pas vraiment toujours faire cette dichotomie dictature. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Est-ce une démocratie? On peut avoir une république constitutionnelle, c'est pas forcément une démocratie. Donc et puis Merdi, mais on peut respecter. Comment? Non, je disais, pardon, excuse-moi pour aller dans ton sens, mais qui a dit qu'en plus la démocratie était le modèle par excellence qu'il fallait imposer à tout le monde? Ouais, en plus, quelle démocratie? Et puis après, moi je respecte tout à fait l'avis, enfin l'opinion de l'auditeur qui vient nous appeler, parce que on peut, c'est vrai, voir l'Algérie comme ça après tout. Hein. C'est qu'une question de ressenti, mais c'est plus nuancé que ça. Voilà, il y a du bien pire et il y a du beaucoup mieux. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bon, Saïd est avec nous depuis Marseille. Bonsoir Saïd. Bonsoir monsieur. Bonsoir mon cher Saïd. La première chose à dire, c'est je suis d'accord avec le monsieur Francis, je crois, qu'il a appelé avant moi. Je suis d'accord avec lui. Surtout le monsieur qui dit 500 morts à 50 En une journée. Hein. Ouais, mais on dirait vous êtes de clan de Bouteflika, bizarre. Par exemple, tout à l'heure vous dites... c'est mal de connaître, hein. Saïd, c'est mal de connaître. Moi j'étais le premier à être contre, le quatrième, contre le troisième, contre la réforme. Mais c'est pas grave. Vous avez le temps de me répondre, mais laissez-moi... Par exemple, tout à l'heure vous avez dit Dina, ils tous sont de fils. Et alors, c'est un crime d'être de fils. Non, les années 90, excuse-moi, laisse-moi finir. Les années 90, 80% des Algériens étaient fils. On le sait que c'était le seul espoir pour les Algériens.
Algériens qui prient, qui boivent, qui croient pas, on est tous pour le fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, le fils? Il a gagné les élections. Arrêtez de chaque fois. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils? Il a rien fait. Il a fait du bien. Il a uni le peuple algérien, il a gagné les élections, et c'est l'État algérien qui a fait tout excusez-moi le terme, le bordel qu'ils ont fait. Non, mais je peux vous répondre. Oui, vas-y, Sofiane, t'as pas l'air d'accord là, pas du tout même. Non, mais j'ai présenté le monsieur Mounji comme quoi, j'ai dit Mounji qui fait partie d'un mouvement qui fait partie du Front islamique du salut. C'est-à-dire que non mais attends, mais j'ai dit à ce monsieur monsieur Mourad Hina, qui est le président de Rached, de mouvement Rached, on lui a posé la question sur l'assassinat d'intellectuels algériens et de journalistes, vous qui militez à l'époque pour la démocratie, mais en vérité vous militez que selon Ali Belhadj de l'instauration d'une théocratie islamique en Algérie. Ils lui ont posé la question sur l'assassinat du JIA des intellectuels. Il n'a jamais condamné, au contraire il s'est félicité. Il a dit c'est à vous de les faire comme vos martyrs. C'est seulement ça. Après la décennie noire, la déclaration de guerre faite par Ali Belhadj, tout le monde s'en rappelle. Maintenant, venir dire que c'est l'armée qui vous a tué, c'est vraiment se victimiser. Il faut assumer votre combat. Vous avez assuré de monter au maquis, d'ouvrir la guerre contre l'armée algérienne. Vous avez perdu. Point la ligne. Maintenant, ces gens-là, ils ont du sang des Algériens contre leurs mains. Le parti islamique, le fils, il a gagné les élections. Il n'y avait pas 80%, vous aviez 1 200 000 Algériens. Et moi, j'ai pas vécu cette époque. Moi, j'avais 8 ans à l'époque. Hein. C'est pas la peine de nous revenir que dans les années 90. Construisons l'avenir. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue, ils n'ont jamais connu le fils, ni le Front islamique, ni rien du tout. Voilà, arrêtez de revenir. Les gens qui sont dans la rue, même les gens dans la rue d'ici 10 ans, 20 ans, ils vont dire non, ils étaient pour les islamistes. Non. Le fils, il a gagné les élections. Il faut pas le critiquer, il faut rien. Non, mais ça, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. L'armée algérienne. Point barre. Je reviens à autre chose. L'Algérie, c'est un dictateur. Ali Belhadj, jusqu'à maintenant, il peut pas faire la prière. Il peut pas faire il fait la prêche à la mosquée de Kouba. Comment ça, il fait pas la prière? Il fait pas les manifestations. Nekez, jusqu'à maintenant, il est surveillé Nekez qui a présenté un candidat à l'élection présidentielle, ça il peut être un peu sérieux, ça. La première fois, ils lui ont volé les estimarats et aujourd'hui, il présente son cousin comme candidat. Arrêtez. Sa façon de travailler, ça, on ne rapproche pas ça. Mais c'est pas une dictature, il y va, il se revient. Moi, je vous parle de l'État, comment il le traite. Ouais. Bon, Saïd, on a bien compris que... Oui, vas-y Mehdi, je t'en prie. Merci Saïd en tout cas. Moi, j'ai pas la même lecture que Sofiane sur ce qui s'est passé dans les années 90. Ceci étant, la polarisation qui a pu avoir lieu par le passé, elle doit s'estomper, elle ne doit plus avoir lieu, elle doit disparaître sur l'autel de la modernité. Et justement, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90. Les gens qui étaient contre l'islamisme ne sont plus les mêmes. Les islamistes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Il y a une nouvelle génération de gens. Les jeunes sont différents, les vieux sont différents, les gens ont appris. Et je pense que le problème vraiment de l'Algérie et des sociétés maghrébines et arabes au sens large, c'est l'acceptation il y a une notion qu'on appelle en arabe irtilef. C'est très simple, c'est la divergence. Et on a tendance, avec nos sociétés très homogènes au Maghreb, à faire fi de la divergence. Et elle est importante, la divergence. Comment ? Elle est importante, la divergence. Elle permet d'avancer. Justement, mais si tu veux, au Maghreb, le problème, c'est qu'on partage une même religion. C'est super homogène, à la différence du Moyen-Orient, où il y a de nombreuses religions et même des différents degrés dans les religions. Ouais. Au Maghreb, c'est super unitaire. Hein. On est grosso modo quasiment tous, à part les Mozabites, sunnites. Il y a une très faible population juive qui reste encore un peu au Maroc et un peu en Tunisie, mais c'est résiduel. Ouais. Sinon, on est sunnites, maléco, wahhabites, c'est selon à 98%. Et donc, on n'a pas l'habitude d'entendre des sons de cloche divergents, y compris sur les questions sociétales. On n'a pas l'habitude d'entendre des sons de cloche divergents. Et pendant longtemps, il a fallu reproduire un peu les schémas. C'est pas un gros mot parce qu'à une certaine époque on en faisait tout partie. Les schémas tribaux, c'est-à-dire suivre un modèle unique. C'est ce qui s'est passé également à l'indépendance. Suivre un modèle unique. Alors un modèle unique de Marocains, un modèle unique d'Algériens, un modèle unique de Tunisiens, mais un modèle unique quand même. Et ça a fait beaucoup de mal justement. Et aujourd'hui, j'espère que demain, dans l'Algérie de demain, les personnes qui se réclament d'une certaine liberté d'esprit, accepteront que d'autres soient conservateurs parce que ça fait partie de notre héritage
héritage musulman, mais j'espère également que ceux qui se disent conservateurs, eh bien, disent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas non plus tout interdire parce qu'on vit dans un monde tellement mondialisé qu'il y aura des jeunes, il y aura des gens qui vont avoir d'autres aspirations. Et c'est cette divergence, à mon avis, qu'il faut arriver à gérer et qui fera que l'Algérie sera un pays agréable. Farid est avec nous depuis Marseille. Bonsoir Farid, les Marseillais sont très en forme aujourd'hui. Bonjour Farid. Dès qu'on parle d'Algérie, Marseille. Ouais, absolument. Bonsoir Farid. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, je vous appelle, j'aimerais donner mon opinion, moi aussi. Oui. Donc, voilà, on vous entend assez mal, Farid. Ne faites pas le coup du tunnel, hein. Vous m'entendez ? Très très mal, mais allez-y, on vous écoute. Bon, depuis le début de l'émission, il y a des messieurs qui disent que ce n'est pas une dictature. Effectivement. Non mais est-ce qu'on peut avancer, Farid, parce que franchement ça devient récurrent cette histoire de dictature, mais on n'en est plus là. Faut avancer les gars. C'est juste un point. C'est pas une dictature. Je suis pas d'accord avec vous, mais c'est pas non plus une démocratie. Ah bah ça, voilà, d'accord, ok, là on est d'accord. On est d'accord. Là on est d'accord là-dessus, Farid. Voilà. Alors on est entré de une fausse démocratie, une dictature maquillée, appelez comme vous voulez. Selon Farid, je suis désolé, mais le son certains est utilisent pas le bon. terme démocrature. Alors Tout à l'heure, justement, Mehdi disait, quand il parlait, il disait, je sais pas si on peut opposer les deux termes. Enfin, du coup, c'est pas une dictature, c'est pas une démocratie. Ok, c'est autre chose. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a même pas encore inventé. Ouais. Mais je le répète tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, je le répète. Qui dit que la démocratie est le modèle par excellence qu'il faut imposer au monde entier? On a vu ce que ça a donné, par exemple, en Afghanistan ou en Irak, pour prendre que ces exemples où c'est plus des organisations tribales. Et la Libye. J'allais en venir. Donc qui fait partie Libye d'ailleurs, qui fait partie du Grand Maghreb et qui a beaucoup plus de ressemblance avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie que pourrait avoir l'Afghanistan et l'Irak. Ouais. Mais on a vu ce que ça a donné, voilà, à imposer des modèles occidentaux et à vouloir les voilà. Merci Farid en tout cas pour votre appel dans un instant, pour les quelques dernières minutes, pour essayer de se projeter pour demain et essayer d'imaginer cette fameuse deuxième république qui est réclamée aussi par le peuple algérien. Quel type de république? Vous êtes favorable à une république parlementaire, à une république présidentielle? On y revient dans un instant, ne bougez pas, c'est le grand forum. L'Algérie, le genre de... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum pour les quelques minutes qui nous restent avec Sofiane Lakhdari, avec Mehdi Chebaiki, avec Nassim Lachlache et avec vous, chers amis auditeurs. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de bonhommes s'exprimer depuis tout à l'heure, mais les femmes ne sont pas en reste. Elles sont sur le terrain. Elles sont sur le terrain. Et Holia qui est avec nous et qui nous écoute assidûment depuis tout à l'heure du côté de Marseille. Bonsoir Holia. Bonsoir. Je vous écoute moi aussi depuis tout à l'heure. Eh ben oui. Et je vous dis franchement que je suis très inquiète pour l'Algérie, qui est notre pays, et que quand ça touche l'Algérie, je pense que ça nous touche à tous. Oui. Oui. Donc, ce que j'arrive pas à comprendre, oui, c'est que tous ces gens-là qui sont dans la rue en train de manifester avec 50 drapeaux, alors que l'Algérie, elle en a qu'un, Tahia el-Jazaïr, et en plus de ça, ce sont ces gens-là qui ont élu Bouteflika tout ce temps, donc ça fait 4 mandats, et ces gens-là, ils peuvent pas attendre les élections et faire de même, ne pas voter pour lui. Tout simplement. Holia, quand vous dites plusieurs drapeaux, c'est-à-dire vous faites référence à quoi? Parce que moi j'en ai vu qu'un, moi, un drapeau dans les manifestations. Il s'est regardé dans les manifestations en Algérie, il y a plusieurs drapeaux. Ah bon? À côté, bien sûr, celui qui domine le plus, c'est l'autre drapeau, donc celui de l'Algérie. Ouais. Et puis il y a 2 ou 3, il y a 4, j'en ai compté, il y en avait 4. Ah oui, d'accord. Bon. Oui, regardez, hein. Non, mais après, chacun peut arriver avec ses spécificités, mais je pense que ça n'enlève pas leur algérianité à ces gens-là. Pourtant, si. Pourtant, si, ils manifestent pour le même point. Mais Holia, le drapeau... Excusez-moi, ils peuvent voter et ne pas voter pour Bouteflika, ne pas voter pour la personne qui ne veulent pas, parce que c'est nous qu'on a accepté Bouteflika. Donc, Horia, Madame Horia, si je peux me permettre, Madame Horia, voter pour quelqu'un d'autre, mais qui compte les bulletins de vote? Justement, c'est ce que j'attends. Justement, quand on entend les gens dire allez, on les fait tous dégager, ils veulent qui? Et ils veulent quoi? Donc, sincèrement, je trouve que les gens,
je suis contente quand même qu'ils manifestent quand même, hein. Ah, quand même. Mais pas à côté de leur pompe. Oui, mais tout ça se fera évidemment. Paris ne s'est pas fait en un jour. J'apprends rien à personne, évidemment. L'Algérie est un pays jeune, faut pas l'oublier non plus. Oui. L'Algérie est un pays jeune qui a traversé 10 ans d'une décennie noire, qui a laissé des traces. L'Algérie moderne, l'Algérie moderne. Tous les ans, je partais en Algérie. Oui. Et j'ai vu ce qui se passait. Oui. Et je suis moi-même une enfant qui est née en 50. Donc, je sais ce que c'est. Toutes ces conneries, je les connais. Sauf que, il faut marcher en avant. Il ne faut pas reculer. Exact, madame. Et ça c'est bien pour un mot de la fin. Il faut marcher en avant pour construire, reconstruire l'Algérie de demain. Merci beaucoup, Halia. Alors, en un mot, s'il vous plaît, tous les trois. Et pour terminer, on va essayer de se projeter un petit peu. Une deuxième république, c'est ce qui est réclamé. Quel type de république, Sofiane, est souhaitable pour l'Algérie? Une république parlementaire, une république présidentielle? Quel type de république souhaites-tu? Moi, pour moi, à titre personnel, si on sort indemne de ce passage, et ça sera le cas, Inch'Allah. Inch'Allah. Après, ça se posera l'essentiel qu'on passe ce terrible complot qui est en train de se manigancer contre l'Algérie, et j'espère que le peuple algérien, et je suis confiant avec l'armée, s'en sortira indemne de ce combat. Nassim Lachlache. Ça, ce sera aux Algériens de décider au moment voulu. Je pense qu'il faut retravailler une constitution. Tu fais partie, hein. Tu as aussi. Oui, mais je veux dire, j'exprimerai mon vote puisque je suis votant au moment dit. Ouais. Après, là, je pense qu'il faut mettre à plat tout ça, prendre les revendications qui sont celles des portées aujourd'hui dans la rue, ne pas oublier, même si c'est une minorité, mais qui compte quand même les Franco-Algériens. Exactement, absolument. Parce que souvent, nous, je veux dire aujourd'hui, comme on est reçus comme des chiens dans les consulats et on fait la queue et on attend des heures, etc. Quand on compare à nos frères tunisiens et marocains, c'est pas la même chose. Il y a eu un problème dans les consulats marocains. Le roi, il a fait un discours, le lendemain, tout était réglé. Donc il y a ces choses-là à prendre en compte. C'est minoritaire par rapport à la vie quotidienne des Algériens. Attention, on est bien d'accord. Mais qu'on mette tout ça sur la table. Ensuite, le régime, je pense qu'il faudra quelque chose qui soit propre à l'Algérie, parce c'est le plus grand pays d'Afrique. On a des problématiques qui sont celles dont aucun autre pays dans le coin doit faire face. Et par contre, je suis pour une décentralisation, mais un maximum pour pouvoir permettre aux régions, aux wilayas, etc. de pouvoir aussi s'organiser et se développer. Je pense surtout au développement économique, urbain et immobilier. Mehdi Chebaiki, c'est à toi que revient ce dernier mot de cette émission qui a été excellente aujourd'hui. Bonsoir Mehdi. À toi. Bonsoir. Écoute, je rejoins un peu Nassim sur la décentralisation, parce que on a hérité d'un jacobinisme français qui n'est pas bon pour l'Algérie, qui ne correspond pas à sa société, à ses régions, à ses tribus, à ses dialectes, à ses langues. Donc de la décentralisation. Mais j'ai envie de dire, peu importe le système qui sera mis en place, peu importe le système qui sera mis en place, si tant est que les lois qui vont en sortir soient respectés. L'important, c'est la légalité. Toujours, je veux dire, qu'on soit une république, une monarchie, une anarchie, l'important, c'est qu'il y ait des lois et que ces lois soient appliquées pour faire une société civilisée correcte. Et on a préparé, nous, l'Algérie de demain, à l'image de la petite fille que vous entendez depuis tout à l'heure. Elle, demain, son avis comptera, et il est important aussi qu'elle écoute, même si elle comprend pas tout, ce qui se passe aujourd'hui. Il me semble qu'elle avait l'air d'accord avec moi, là. Ah, je sais pas. Comment, non. Ne dis, arrête. Merci. Si, j'ai eu 3 ans. Écoute, j'ai 3 enfants, je peux te dire que je connais un petit peu. Elle est d'accord avec moi, là. Il est malin, le Mehdi. Merci, mon Sofiane Nagdari. Merci beaucoup. Nassim, merci beaucoup. Merci Mehdi. Merci à tous les trois pour ce débat de qualité que vous nous avez offert, les gars, aujourd'hui. Dans un instant, c'est l'ami DJ Nabil qui est là pour vous accompagner tout au long de la soirée. Salut à tous, à demain. Ciao. Bonsoir. Une grande loi, c'est ce que promet de présenter à l'automne la ministre de la Santé suite à la remise du rapport sur le grand âge qui estime à 35% la hausse des dépenses publiques affectées à la dépendance en 2030. En raison du doublement attendu du nombre de personnes en perte d'autonomie, Agnès Buzyn se fixe pour priorité la qualité des prises en charge et la revalorisation aussi des métiers du grand âge, en assurant qu'il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Le chantier devrait être financé par la sécurité sociale.
De nombreux enfants exposés à une forte pollution à Marseille et à Paris, selon Greenpeace et l'association Respire. Un quart des écoles et crèches dans la cité phocéenne sont situées dans des zones où les concentrations de dioxyde d'azote dépassent les normes et quelques 550 établissements sont concernés dans la capitale en raison du trafic routier, selon les ONG qui réclament des mesures fortes pour le réduire. La maire de Paris, en réaction, s'en prend aux véhicules diesel et présente comme un scandale public les normes actuellement applicables décidées par la Commission européenne. Anne Hidalgo promet à la rentrée de réduire de 2 le nombre de jours où les valeurs maximales prônées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont dépassées dans la capitale. Parmi les 3 membres sortants du gouvernement, l'ex-porte-parole Benjamin Griveaux doit officialiser dès ce soir sa candidature à l'investiture LREM en vue des municipales de 2020 à Paris. Cette investiture que brigue également l'ex-secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. Une interdiction de manifester dans le secteur des Champs-Élysées est confirmée pour samedi par le préfet de police de Paris, comme pour l'acte 19 des Gilets jaunes. Le périmètre comprend la présidence de la République et l'Assemblée nationale. On apprend la disparition du chanteur de The Beat, Ranking Roger. C'était à l'âge de 56 ans, de son vrai nom Roger Charlery, fondateur à la fin des années 70 de l'un des plus grands groupes de musique two-tone outre-Manche, avec The Specials, The Selector ou encore Madness et Bad Manners, inspiré du ska, du reggae et du rocksteady. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.